Si vous avez n'importe quelle question, n'hésitez pas à nous écrire dans le chat. On a une équipe qui est derrière, qui est chargée de nous écrire toutes les questions sur un écran. Et si vous avez n'importe quelle question sur l'école IPITA, sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas. Et sur nos parcours, n'hésitez pas à les poser dans le chat. On va répondre. Parfait. Donc, on commence maintenant par le premier chapitre qui est qu'est-ce que l'IA? Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Qui veut répondre à cette question? Le plus ancien, enfin, notre chef de majeur ou l'étudiant? On peut commencer par l'étudiant. Ouais, ça va. Ouais. Enfin, ex-étudiant, pardon. Alors, pour essayer de simplifier la réponse au maximum, l'IA, c'est une technologie en fait, qui permet du coup à une machine, comme par exemple les ordinateurs, de réfléchir et de penser et d'agir comme un humain. Donc, en fait, la machine peut apprendre, peut prendre des décisions, donc un peu comme l'humain, de manière un peu simplifiée. Simplifié, c'est simple pour toi? Voilà, c'est vraiment quand on va essayer de résoudre avec des machines ou des ordinateurs des tâches qui, entre guillemets, de manière intelligente, comme le ferait un humain. Donc l'IA, c'est juste un ordinateur qui fait des calculs derrière pour répondre à certaines questions. C'est un peu réducteur, mais l'idée derrière, ouais, c'est que bon, il y a beaucoup d'IA, mais là, l'IA actuelle, ça s'intéresse beaucoup. Ça apprend à partir du nerf de la guerre, qui est les données, en fait. À partir de beaucoup de données, eh ben, on va apprendre des choses et on va pouvoir automatiser des processus. Comme par exemple, eh ben, sur Netflix, on va apprendre tes préférences et on va te proposer des films qui vont coller avec tes envies. C'est pour ça aussi sur, par exemple, Twitch ou YouTube aussi, quand on regarde une vidéo, par exemple, sur le sport, un match de foot, quand on se déconnecte et on revient la fois d'après, on retrouve plein de matchs de sport, des résumés de matchs, des actions de Messi ou Ronaldo. Okay. Et c'est comme ça que fonctionne aussi du coup le principe des pour toi sur TikTok. Ah, les pour toi sur TikTok, c'est pareil. Une fois qu'on passe du temps sur une vidéo, eux, ils récoltent la donnée. Et ils se disent, ok, c'est peut-être parce qu'il a regardé la vidéo, c'est parce que peut-être il a aimé. Donc il faut qu'on lui propose d'autres de ce type-là. C'est ça. Mais comment on reconnaît du coup que cette vidéo, elle parle du foot, par exemple? Après, ça dépend aussi de la description qu'a mis l'utilisateur, le titre de la vidéo. Puis après, pour juger si l'utilisateur, lui, a aimé la vidéo, ils vont regarder s'il est resté jusqu'au bout, s'il a interagi avec la vidéo, donc que ce soit avec des j'aime ou des commentaires. Et ils vont pouvoir, à partir de ça, juger s'il a déjà aimé ou non, et donc pouvoir le recommander par la suite. Et du coup, ils regardent ce qui est écrit sur la vidéo, comme dans la description, pour des fois se baser sur le type de la vidéo, c'est ça? Oui, ils peuvent utiliser ça, oui. Et après, tu peux aussi analyser le contenu. Et du coup, en analysant le contenu, tu vois qu'il y a des personnes en short ou je sais pas quoi, avec un ballon rond, en fond vert. Après, tu peux trouver des contenus similaires. Et donc, on se dit, si tu aimes ça, tu vas aimer quelque chose qui est similaire. Ok. Et du coup, l'IA derrière, c'est égal à peu près à la donnée. C'est égal à la donnée. Sans donnée, il n'y aura pas d'intelligence artificielle. Ouais, c'est un peu comme des étudiants, tu vois. Au début, tu raisonnes avec des règles très simples. Okay. Et après, tu as des leçons, donc on peut dire c'est les données. Donc tu as grandi ta connaissance, tu sais faire de plus en plus de choses. Tu te trompes des fois, donc tu as des mauvaises notes et tout. Et du coup, tu réapprends, tu corriges ton savoir-faire. Et l'IA, c'est un peu pareil, elle s'entraîne sur des données. Plus elle en a, plus elle est forte. Et on va la guider pour lui dire ça c'est correct et pas correct. Et comment elle sait qu'elle s'est trompée, l'IA, aujourd'hui? Alors, bon là on va rentrer dans les détails, mais il y a plusieurs façons. Des fois, sur les données, on a, supposons par exemple, je veux, une tâche très simple, reconnaître des chats sur une image. On lui donner des images où il y a des chats et des images où il n'y a pas de chats. Okay. Et du coup, on va prendre un modèle et on va pouvoir vérifier automatiquement ses décisions. Là, elle s'est trompée, là, elle ne s'est pas trompée. Et ça, c'est l'erreur, elle est directement reportée dans l'IA qui se corrige. Ok. Déjà, quand on parle d'IA, on parle de données. On ne peut pas parler de l'IA sans données. Et les données, ça peut être de combien de types, par exemple? Ça peut être du texte, ça peut être des images, comme tu viens de dire, des images où il y a des chats. Il y a toutes les modalités possibles, donc du texte, des images, toutes les données que tu as sur ton iPhone, des données très simples, donc par exemple
le temps, la consommation de ta batterie, plein d'indicateurs comme ça. Ça peut être des vidéos, ça peut être La voix. des données biométriques, la voix. Il y a toutes les modalités possibles. Et bien sûr, plus quelque chose est compliqué, plus ça va être dur pour une IA de trouver les bonnes informations. Les bons dedans. indicateurs. Ok. Et toi, comment tu as commencé à... Qu'est-ce qui t'a intéressé dans l'IA? Parce que tu as choisi la majeure IA à l'EPITA, mais qu'est-ce qui t'a fait choisir la majeure IA à l'EPITA? Son prof. Alors déjà j'avais rejoint l'EPITA parce qu'au début je voulais faire un peu de la robotique, donc Ok. c'était ce qui m'intéressait. Puis du coup lors de mes premières années à l'EPITA qui était assez généraliste, bah, c'est là où il y a eu l'arrivée de l'IA qui a vraiment émergé dans le monde, on a commencé beaucoup à en entendre parler. Donc j'ai commencé à m'y intéresser, c'est quelque chose qui m'a passionné parce que j'ai rapidement compris que plus tard on en aurait de partout, que ça serait vraiment dans notre quotidien, ça nous accompagnerait pour chaque tâche de notre vie. Et du coup c'est ça qui m'a plu et du coup je voulais m'orienter vers ce domaine-là parce que je savais que c'était un domaine qui serait ultra important dans le futur. Ok. Et la robotique aujourd'hui, elle utilise toujours de l'IA. Enfin, j'imagine qu'il y a beaucoup de robots aujourd'hui qui utilisent de l'IA. On peut juste penser à notre aspirateur, je ne sais pas si vous l'avez aussi chez vous, mais l'aspirateur qui nous fait gagner énormément de temps. Il sort et tu appuies sur play, start et il va nettoyer toute la pièce. J'imagine que ça, il y a de l'IA derrière pour calculer un peu la chambre, savoir où il y a un tapis, où il n'y a pas de tapis. Enfin, il y a un peu une intelligence derrière. Il mémorise aussi là où il est passé pour pas repasser plusieurs fois sur les mêmes zones, pour s'assurer d'avoir fait toute la maison. Ouais. T'as fait ça à l'EPITA? J'ai pas fait un robot aspirateur, mais on a fait pas mal de projets où on développait des IA. En lien avec le sport, j'ai notamment réalisé un projet où je faisais en fait une prédiction de l'issue d'une action dans un match de foot. D'une action. Action. Oui, c'est ça. Donc à partir des données, du coup, je récoltais un maximum d'actions dans des matchs différents. Et du coup, j'entraînais ensuite une IA pour qu'elle détecte en fait à partir du départ d'une action si ça allait terminer par un but ou non. Ah, c'est intelligent. Et ça marchait? Ça marchait à la fin. J'avais des bons résultats où il arrivait dans 90% des cas à prédire la bonne fin de l'action. Ok, donc tu disais avant que l'action se termine, ton intelligence artificielle arrivait à savoir qu'il y aura un but après. C'est ça, donc juste avant le tir du joueur, en fait, donc à partir de la situation initiale, d'où était placé le gardien, de comment il avait reçu le ballon de la passe, etc., bah, il arrivait à prédire si oui ou non ça allait faire but derrière. C'est par des fractions de secondes avant ou on peut prédire, si tu arrives à prédire ça 10 secondes avant? C'est un peu comme un expected goal aujourd'hui qui est pas mal utilisé dans le football. Du coup, c'était à partir de la passe, comment elle a été reçue, de la distance de la cage du joueur, parce que entre une frappe de 25 mètres et une frappe à 2 mètres des cages, il n'y aura pas la même probabilité de marquer. C'est sûr. Et du coup, c'est à partir de toutes ces informations-là que après, je disais à mon IA de prendre une décision binaire. Donc oui ou non, il y aura but ou pas. Et mon IA me retournait une réponse. Ok. Ouais. Et c'est le prof qui a noté? Je crois pas que c'était ce prof-là pour ce projet-là, mais okay. Il y avait des projets avec lui aussi. Ok. Et ça, on vient de parler de qu'est-ce que l'intelligence artificielle, Marc Quentin. Créer le lien entre l'intelligence artificielle et les connaissances acquises à l'EPITA. Aujourd'hui, toi, tu es un prof, un chef de majeur à l'EPITA. Quel type de cours, quel type de cours on a sur l'IA à l'EPITA à peu près? Alors, les étudiants. Dans le cycle ingénieur, maintenant, la nouveauté depuis que Quentin n'a pas connu, donc depuis la promo juste après, c'est qu'il y a déjà un cours d'introduction à l'IA dès la première année du cycle ingénieur. Okay. Donc bien avant le choix des spécialisations et des majeurs. Et bien sûr, tu as des majeurs spécialisés en IA, donc une à Lyon, une à Paris. Okay. Et après, il y a d'autres majeurs où l'IA va avoir une part importante. Donc par exemple, en santé. Je me permets d'interrompre. Une majeure, c'est la spécialité. Pour ceux qui ne connaissent pas qu'est-ce qu'une majeure, on a 2 ans de cycle d'ingénieur de classe préparatoire à l'EPITA. Puis on passe au cycle d'ingénieur de 3 ans. On a la première année de cycle d'ingénieur. Puis les 2 dernières, on spécialise ce qu'on appelle une majeure. Et on a la majeure IA, intelligence artificielle. dont il est le chef. Voilà. On peut la retrouver dans 2 sites, EPITA, Paris et Lyon. Voilà. Et donc, je disais aussi, en santé, il y a besoin de l'IA. La majeure cybersécurité commence aussi à se mettre un peu à l'IA parce qu'il y a beaucoup de menaces qui viennent aussi de l'IA.
Après, en dehors du cycle ingénieur, il y a les masters internationaux aussi, où il y a de l'IA. Et les bachelors, là, il va y avoir 2 bachelors qui vont démarrer en septembre 2025. Un sur l'IA générative Ok. et un autre sur IA, biotech et santé. Les bachelors, c'est les mineurs? Des bachelors, c'est des niveaux licence. Niveau licence, Ouais. ok. À partir de la 3e année, on va spécialiser maintenant? C'est après le bac, tu peux rentrer dans un bachelor et faire À Epita? ouais, Ah, une formation plus courte. J'étais pas au courant qu'il y Non avait des plus. bachelors. Bah, c'est tout nouveau. Ok, c'est la première. Ça va être Ça, à ça partir de ouvre en l'année septembre prochaine. 2025. Ouais. Ok, en septembre 2025, il y aura des bachelors sur l'IA maintenant. Mm. Ok, Il y en a sur, 2. t'as dit la médecine, c'est ça? IA et biotech et santé, Biotech oui. et santé. Donc Ok. comment l'IA au service de la santé, en général, on va dire. Et un autre, IA générative. Donc notamment pour tout ce qui va être création de contenu, des choses comme ça. Utiliser l'IA pour tout ce qui est conception et tout. Ok, création de contenu en mode réseaux sociaux. Oui, c'est plus pour des designers, ouais, quoi, Ok, c'est tout nouveau. Du coup, on s'adapte à l'IPITA Mm. avec le marché. Je pense qu'on a une question sur. Vu qu'on parle du marché, on a une question qui a été posée dans le chat pour Marc. Quelles sont les formations de l'IPITA sur l'IA? Comment utilise-t-on l'IA aujourd'hui? Enfin, ça, c'est. Ouais. On a déjà cette question-là. Du coup, pour les formations, je pense que j'ai répondu. Après, comment utilise-t-on l'IA aujourd'hui? On l'utilise de partout déjà. Donc, j'ai fait l'exemple de Netflix, mais on peut prendre le GPS. Bah, derrière, il y a de l'IA. Dans la vie de tous les jours, maintenant, il y a de l'IA de partout. Mm. Après, donc, il y a de l'IA en tant qu'utilisateur, quoi. Après, dans la vie professionnelle aussi, maintenant, il y a de plus en plus l'IA est utile comme un outil, comme un assistant. Donc, par exemple, il y a tout ce qui est chat GPT. C'est vrai. Ça peut être utile pour aider à rédiger des lettres, des choses comme ça. Après, il y a encore des problèmes ouverts pour éviter les hallucinations, des choses comme ça. Ça, on y travaille côté recherche. Il y a des chercheurs à EPITA qui travaillent là-dessus, par exemple Julien Pérez. Et donc, il y a ces aspects-là. Après, il y a les métiers de l'IA, donc typiquement comme Quentin, où là, on va développer des modèles donc, qui vont Être adaptés. des IA pour des métiers, pour des entreprises. Donc aujourd'hui, l'IA, on peut la retrouver dans tout type de domaine aujourd'hui. Mm. Que ce soit dans l'agriculture, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans le sport, Mm. que ce soit dans notre vie quotidienne, comme on a parlé. On peut trouver un robot qui va nettoyer chez toi. On la retrouve aujourd'hui vraiment partout. Sur YouTube, sur Internet, partout, on peut trouver l'IA. Il y avait une deuxième question pour qu'on passe à la suivante. Quelle est la différence entre un data analyst et un data scientist? Je pense que là, on passe plutôt dans le mode professionnel. Alors, ouais. Ok. Du coup, le data analyst, c'est la. Après, c'est un petit peu des buzzwords, mais il faut que je fasse attention avec ça. Le data scientist, c'est quelque chose un peu plus vieux, c'est un terme qui a apparu il y a quand même quelques années maintenant, et c'était plus que une personne idoine en fait qui est spécialisée, qui est capable d'analyser des données et tout, mais qui est capable de parler avec des personnes d'un autre métier. Et notamment, c'est dans des cadres pluridisciplinaires où, par exemple, j'ai besoin d'un dieu médical, j'ai besoin d'avoir des informaticiens. Et on veut des informaticiens qui sachent analyser des données et parler à des médecins. Donc, avoir un vocabulaire qui peut traduire. Qui match, voilà. Okay. Et donc, c'est vraiment, on est dans des milieux pluridisciplinaires, quoi. Vraiment, j'ai une expertise informatique et j'ai du médical en face et tout. Okay. Et donc, j'ai besoin de faire matcher ça. Et un data analyst? Data analyst, là, on est vraiment sur l'objet, la data, et on va analyser tout. Il y a moins cet aspect besoin de parler à des gens qui ne sont pas de ma discipline. Ok, là il récolte juste les données et il fait son rapport et il envoie, c'est ça? Entre guillemets pour. Ouais, après on peut faire des statistiques de base et tout, mais il peut produire des modèles aussi. Ok.
Pour ceux qui connaissent pas le modèle, ça c'est un autre C'est terme, ça, produire des IA, si vous voulez. je pense qu'on a une question pour Quentin. Pourquoi as-tu choisi l'EPITA? Ça c'est une grande question. Bah, Quels du sont coup- tes projets étudiants liés à l'IA? Bah, du coup, l'EPITA, j'avais déjà un peu expliqué. C'était que du coup, j'étais passionné par la robotique et je Ouais. voulais à tout prix devenir ingénieur en robotique à la base. Mais il y avait d'autres écoles. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a fait? Enfin, je me permets de rajouter une Pas de question. souci. Pourquoi ça t'a fait choisir et pourquoi t'as choisi l'EPITA et pas une Bah, autre? du coup, lorsque je m'étais renseigné sur différentes écoles, Ouais. globalement, c'était quand même cette école-là qui ressortait du lot dans dans le domaine de l'informatique. Elle avait plutôt une bonne réputation. Elle me permettait aussi de ne pas partir trop loin forcément de chez moi, parce que comme je suis de Saint-Etienne et qu'il y avait du coup une école sur Lyon, déjà ça c'était aussi un choix. Voilà, ça me permettait de rester proche, parce que voilà, et puis il y a à Toulouse, Strasbourg, Rennes, Paris et Lyon. Ça, hein. Et puis du coup, j'ai rapidement choisi l'EPITA. J'avais plusieurs choix, mais c'était l'EPITA qui était dans mes premiers choix. Ok. Et deuxième question, du coup, quels sont les projets d'IA que tu as eu pendant que tu es étudiant? Je pense que c'était ça la question. Bah, du coup, j'en ai eu beaucoup durant mon majeur, donc notamment celui que j'ai pu expliquer. Les sports. C'est ça, avec le sport et l'issue de l'action. On a aussi créé des algorithmes du coup de recommandation, comme expliquait du coup Marc au départ, des recommandations de films. Ok. Donc voilà, à partir de données sur l'utilisateur, on recommandait des films. Après, on a fait à partir de données de tweets, retracer un marathon, enfin plein de projets Énorme. très variés du coup qui peuvent toucher à l'IA, donc que ce soit de la prédiction. Et voilà. C'était pas dur. Bah, on avait des bons cours et des bons profs. Ok. Ah, il sait jeter des fleurs. Hein. Il aura son diplôme. Voilà. Ok. Quelle est la différence? Ça, on en a déjà parlé. Il y a de l'alternance dans la majeure d'IA ou pas? Alors, pour l'instant, non. Mais en préparation, il y a une majeure qui va ouvrir sous statut FISEA. Donc, c'est première année du cycle ingénieur sous statut étudiant et les 2 autres années sur statut apprenti, qui sera IA et software engineering. Donc, Ok. en gros, comment coder et comment utiliser l'IA pour mieux coder C'est et pour cool. aller plus vite. Ok. Donc c'est bientôt normalement. D'ici 3 ans, ouais. 3 ans. Ok. Est-ce que l'IA est utilisée dans la collection de statistiques lors d'un match de foot? Position, passe, réussite? Si oui, comment? Je pense que cette question, on va en parler plus tôt dans la suite parce qu'on a déjà prévu de parler de ce sujet après. Ok, on peut passer je pense qu'on a un quiz pour clôturer ce chapitre et passer au chapitre après. Quelle est la définition correcte de l'intelligence artificielle? A. Un robot qui lave la vaisselle et fait le ménage tout seul en chantant du Céline Dion. B. Un ensemble de techniques permettant aux machines d'imiter et de simuler l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes complexes. C'est une application qui transforme automatiquement vos selfies en portrait de la Renaissance. Je vous laisse spammer le chat et le gagnant, il aura un applaudissement. Ok. À votre avis, quelle est la... Je pense qu'on laisse Quentin trouver la bonne réponse. Sinon, tu n'auras pas ton diplôme. Je dirais que c'est la B. La B? Ouais. Ok. Du coup, la bonne réponse, c'est la B. Un ensemble de techniques permettant aux machines d'imiter et de simuler l'intelligence humaine pour résoudre des problèmes complexes. Pourquoi pas la C? La C, c'est aussi de l'IA, mais c'est pas la définition même de l'IA. C'est Une application qui transforme nos selfies en portrait de la Renaissance. C'est une partie. C'est de l'IA derrière. Ok, c'est une partie de c'est l'IA, ça. mais c'est pas une définition de C'est l'IA ça. même. Et pas la réponse 1 avec du Céline Dion? Un robot qui lave la vaisselle et fait le ménage. Bah du coup, comme on l'a dit déjà, alors, un robot qui fait le ménage, il y a aussi de l'IA derrière. Par contre, en chantant du Céline Dion, ça je suis pas sûr. Mais disons que c'est des cas particuliers et De l'IA. la B est plus englobante. C'est des branches et la B, c'est l'arbre de l'IA. C'est ça. Ok, bah on a clôturé ce premier chapitre. On va passer au deuxième chapitre qui est... Hop, parti. Quelle est l'importance de l'intelligence artificielle sur le sport? Dans ce deuxième chapitre, il est divisé en deux. Comment les clubs ou les différents sports utilisent l'intelligence artificielle? Je pense que c'est dans le domaine. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Quentin il est avec nous, parce qu'il est dans le domaine et il travaille pour un sport qui utilise les données aujourd'hui.
On peut commencer avec toi, du coup. Bah alors du coup c'est hyper large parce que ça peut permettre dans un premier temps d'analyser déjà l'équipe en question, donc analyser leur performance, permettre aussi d'analyser l'équipe adverse. Ça permet aussi par exemple pour le recrutement de joueurs, donc peu importe le sport ou même par exemple pour la NBA la draft. Donc la draft c'est ce qui permet un peu de choisir entre guillemets des jeunes joueurs qui vont arriver du coup dans le monde professionnel. Et en fait du coup l'IA peut permettre dans ces domaines-là d'analyser du coup leurs performances individuelles, donc leurs données, pour pouvoir les comparer entre eux et en fait enlever un peu cet aspect que pourrait avoir l'être humain où à l'époque, par exemple lorsqu'on voulait recruter un joueur, et bah, du coup on avait un scout qui regardait ses matchs et du coup on avait bah, voilà, le côté l'humain et son analyse qui rentre en compte. Alors que là avec les données du coup il n'y a pas forcément de l'opinion, de l'avis qui est là, c'est concret. Tel joueur a ces données là donc bah, voilà ce qu'il vaut dans son championnat actuellement. Donc on peut aussi faire après de la prédiction de blessures, même plus largement pour le public. Donc optimiser un peu optimiser l'arrivée au stade, plein de choses comme ça pour améliorer la performance des spectateurs qui viennent voir des matchs. Ok. Donc en fait, ça améliore globalement tout le sport, tout le club, tout le sport, C'est ça. tout le domaine. Globalement, oui, ça va venir améliorer chaque partie du club. Et ça a commencé plutôt aux States, de ce que je viens de comprendre, Oui. avec le draft, où on commence oui. à utiliser vraiment l'IA. Notamment, ce qui a fait pas mal fait connaître un peu la data et l'IA dans le sport, c'est du coup l'exemple de l'équipe de baseball, hein, où il y a eu un film du coup dessus, je sais plus le nom. Moneyball. Moneyball. Un film du coup qui avait retracé l'histoire d'un club en 2002, début des années 2000, où en fait c'était un club qui avait moins de moyens que les gros clubs de baseball aux États-Unis et qui sont un peu les premiers dans ce sport à s'être dit bon bah, on va utiliser la data pour mesurer du coup chaque indicateur entre guillemets d'un joueur ou d'un match, même des indicateurs qui n'étaient pas forcément trop Précis. voilà, ça qui n'était pas trop visualisé à cette époque-là. Et du coup, ils ont pu faire un mercato assez intelligemment, donc recruter des joueurs à petits coûts pour pas trop cher, qui avaient du coup des bonnes données et aussi qui pouvaient peut-être bien matcher avec l'idée du coach et l'idée de l'équipe. Et du coup, à partir de tout ça, ils ont en fait pu faire une saison historique pour le club et concurrencer du coup les plus gros qui avaient plus d'argent. Et du coup, les autres clubs derrière se sont dit oh, bah, c'est peut-être une bonne idée, on va commencer s'y mettre à s'y aussi, mettre quoi. aussi, ouais. C'est une bonne idée. Et d'ailleurs, l'intelligence artificielle, elle a commencé dans les jeux de sport. On en parlait avant le live. Tu avais dit que ça a commencé grâce aux jeux d'échecs. Typiquement, les premiers jeux développés sur ordinateur, il y avait les échecs où les premières IA étaient très nulles parce que les puissances de calcul n'étaient pas assez bonnes, donc ça réfléchissait pas suffisamment en termes de nombre de coups. Maintenant, c'est impossible de battre un ordinateur aux échecs. Aux échecs. Ah, c'est impossible maintenant ? Ouais. Même le champion du monde. Il arrive plus. En fait, l'espace de recherche... En fait, les capacités de calcul actuelles permettent d'analyser toutes les solutions, quasiment, et du coup, ils trouvent toujours la meilleure solution. Et du coup, c'est un problème parce que ça, c'est utilisable par tout le monde, et du coup, il y a beaucoup de triches sur les sites en ligne de jeux d'échecs et tout. Et même, il y a des suspicions de triche des fois dans des parties de grands maîtres. Et donc, il faut faire attention. Mais c'est à la fois un formidable levier aussi, un nouveau coach, parce que, notamment, on l'a vu avec le Covid et tout, il y a eu énormément de monde qui s'est mis aux échecs. Et ils peuvent voir quel aurait été où est leur erreur, quel aurait été un meilleur coup. Et donc, ils peuvent presque avoir... un coach particulier. Là, on n'a pas encore l'ordinateur quantique. Ça veut dire qu'on aura l'ordinateur quantique quand on pourra. Il y aura plus de. Là, il n'y a pas de chance. Alors encore plus après. Ok. Donc aujourd'hui, l'intelligence artificielle, on la retrouve dans tous les sports, que ce soit la Formula 1, que ce soit je pense que même dans le golf, on peut retrouver de l'intelligence artificielle. Tennis, les sports, les grands clubs aujourd'hui, vu qu'on est tous familiarisés un peu avec le foot. Je pense que tous les clubs aujourd'hui, on peut voir tous les athlètes, ils ont maintenant leur t-shirt avec un device qui permet de récolter des données. Donc c'est énorme aujourd'hui, alors que ça avait commencé avec les jeux d'échecs à la base où tout le monde s'en foutait entre guillemets, et maintenant tout le monde, grâce au Moneyball, ils veulent utiliser l'intelligence artificielle pour gagner des coups, j'imagine. Et ce qui a fait la grosse percée de l'IA aussi, bon, c'est les moyens de calcul bien sûr,
Mais avant, c'était super fastidieux de récupérer des données parce que c'est quelqu'un qui devait se taper des vidéos et regarder à la main et tout. Et du coup, il créait très peu de données et on pouvait très peu apprendre de choses sur ces données-là. Et que maintenant, il y a pour chaque partie et tout, là, il y a des multitudes de données qui arrivent en temps réel. Ouais. Et du coup, les algos deviennent de plus en plus efficaces parce qu'ils peuvent apprendre sur beaucoup plus de collections. Là, il y a, juste dernièrement, il y a Amazon qui s'est mis sur ce qu'ils appellent l'UCI Track, donc c'est cyclisme sur piste. Okay. Ils produisent les données en temps réel pour les spectateurs des coureurs. Et même leur niveau cardiaque et tout. C'est assez hallucinant. Du coup, les spectateurs, ils voient. Ils vont pouvoir voir ça, ouais. C'est énorme. Du coup, en fait, non, ça va continuer de s'améliorer. C'est que le début de l'IA dans le domaine du sport, j'imagine. C'est ça, c'est assez récent, aussi en France. Du coup, en France, c'est vraiment arrivé du coup, dans le football depuis, je dirais, à peu près 5 ans. Donc, c'est vraiment quelque chose encore qui est en train d'arriver, où il n'y a pas encore tous les clubs qui l'ont. Mais en tout cas, ils pensent tous à s'y mettre et je pense que dans quelques années, tout le monde l'utilisera. Inch'Allah, comme on dit. Ça va être vraiment utile parce que finalement, ça va améliorer même la qualité du jeu, ça va améliorer beaucoup de choses. En fait, il faut voir comme l'IA dans notre vie de tous les jours, ça devient un support pour le staff, pour les entraîneurs et tout. C'est ça. Il y aura toujours des entraîneurs parce que personne ne va accepter de se faire entraîner par un robot et tout. Mais par contre, ça leur donne des indicateurs objectifs et qui peuvent prendre ou pas. C'est une bonne remarque que tu viens de dire. Est-ce que ça va remplacer des membres du staff du coup? Ça va pas remplacer l'entraîneur, j'imagine. Mais est-ce que ça va remplacer des membres du staff? C'est toujours pareil. Les staffs, les équipes qui auront moins de budget, peut-être que l'IA les soulagera, entre guillemets. Après, les clubs qui ont des gros moyens, ils auront toujours un gros staff. Mais ça va, comme tu viens de dire, les scouts, en fait, avant, on avait besoin que chaque scout aille, il doit se déplacer pour aller voir les joueurs et tout. Maintenant, au lieu d'avoir 50, on peut en avoir, ils vont réduire l'effectif. Au lieu d'avoir 50, on peut avoir 20. Et grâce à l'IA, il va lire un peu les données des joueurs un peu dans la région. Il va se dire, ce joueur-là, il performe bien, il court 10 km pendant un match, il a encore 15 ans et il performe très bien, il marque des buts et tout. Je vais peut-être devoir aller voir ce gamin-là pour voir s'il est vraiment performant ou pas. Ouais, c'est ça, c'est que par exemple à l'époque, si on voulait du coup recruter des joueurs, il fallait qu'on en ait entendu parler, qu'après on regarde ces matchs déjà d'abord à la télé, puis qu'après si on voit que c'est vraiment intéressant, là on envoyait un scout. Et du coup ça quand même, ça réduisait le champ des possibles parce qu'on ne pouvait pas du coup s'intéresser à tous les joueurs du monde. Alors que maintenant avec un simple algorithme, ils peuvent dire le coach pour ce mercato il veut un ailier par exemple rapide, qui percute bien et plutôt bon à la passe. Donc ils vont mettre ces critères là. Et puis du coup l'IA peut leur ressortir rapidement une base de données avec plusieurs noms qui correspondent à ce profil là. Par exemple, même notamment dernièrement, il y a des clubs qui créent en fait ce qu'on appelle des profils similaires. Donc par exemple, ils peuvent dire directement je veux un joueur qui a le profil de tel joueur dans tel club. Okay. Donc tu peux prendre un joueur du coup très connu, par exemple Mbappé. Il y a un coach du coup d'une équipe un peu, par exemple même en seconde division, qui peut dire je veux un profil un peu à la Mbappé, moi aussi sur mon couloir. Donc bien sûr qu'il n'y aura pas le niveau d'Mbappé parce qu'ils n'auront pas l'argent. Et après, l'IA va prendre du coup les caractéristiques d'Mbappé et va regarder en fait quel profil dans le monde match un peu avec Mbappé quoi. Donc par exemple il pourrait dire tiens on a détecté un mec en D2 roumaine donc qui a à peu près les stats d'Mbappé mais en D2 roumaine par contre. Okay. Et du coup après là, le staff peut se dire ok intéressant, et là dans ce cas là tu regardes ses matchs, tu vois si ça match aussi, ce qui permet du coup en fait d'élargir toutes tes possibilités. Et où on voit j'imagine il y a un site internet où il y a quelque chose qui permet d'aller voir ces données là. Ces données ils sont du coup les clubs ils les récupèrent via des prestataires comme par exemple Wisecout, StatBomb, qui eux du coup s'occupent avec de l'IA de récupérer toutes les données de chaque match. Ok, dans le monde entier à peu près, tous ceux qui utilisent l'IA en tout cas. Ok, c'est plus simple. Je pense qu'on a des questions avant qu'on passe la deuxième partie du chapitre. Comment peut-on améliorer la prédiction de blessures avec l'IA? Je pense que celle-ci on va le laisser au chapitre d'après. Pour vous, l'IA va-t-elle remplacer les métiers de l'informatique ou même ceux de l'ingénierie informatique? Et si oui, dans combien de temps cela se produirait-il? Je pense que c'est la question plutôt à Marc.
En fait, il faut le voir comme un outil. Et donc, je sais pas, quand il y a eu une calculatrice qui est sortie, on a toujours eu des cours de maths et tout. C'est juste que maintenant, on peut utiliser une calculatrice pour faire des grandes opérations et tout. Bah, là, c'est pareil avec l'IA, ça va être comme un outil. En plus, il y a quand même des lois qui sécurisent tout ça. Et on n'a pas le droit de faire n'importe quoi avec l'IA, et notamment quand il y a des décisions qui sont un peu sensibles et tout, il faut qu'il y ait toujours un humain derrière. Et donc, il y aura toujours des humains pour garantir ça, et même d'un point de vue juridique, pour payer les pots cassés, entre guillemets, si ça se passe mal. Donc là, tous les aspects légaux et tout, ils reposent quand même sur des humains aussi. Et du coup, il va y avoir une transformation des métiers. C'est comme, on peut voir l'IA comme une nouvelle révolution, si on veut. Et du coup, ça transforme les métiers. Mais on ne peut pas dire que l'IA va faire disparaître tous les métiers. Même l'IA fait apparaître des nouveaux métiers. Ok. Ça fait disparaître certains métiers, mais ça fait apparaître des nouveaux métiers de l'autre côté. Oui, Ça, ça change. Donc déjà, il y a les aspects qualité au travail. C'est que grâce à des IA et tout, on peut avoir des meilleures conditions de travail pour certains métiers. Et après, oui, il y a des métiers qui sont encore inventés. toujours. On invente toujours des métiers tous les jours, on découvre des métiers. Et on peut passer à la question d'après, du coup. Quels sont les types de données que l'on peut utiliser pour l'IA dans le sport? Uniquement des données chiffrées, par exemple, des tableaux Excel, ou bien on peut utiliser aussi du ML sur des vidéos? Qui veut répondre? Du coup, ouais, il y a plusieurs types, en tout cas, d'IA dans le sport. Donc, comme on l'a dit, le machine learning sur les vidéos, ça peut être utilisé du coup pour récupérer directement les données. Donc, être capable de visualiser un match et du coup, directement avec de l'IA, de détecter, bon, bah voilà, tel joueur, quel ballon, il est de telle équipe, ah bah il vient de faire une passe. Du coup, ça évite qu'il y ait des personnes derrière à la main qui rentrent chaque action. Parce que, allez, voilà, comme il l'a dit Marc avant, c'était vraiment un analyste vidéo qui regardait le match et qui disait, bon, bah le joueur de telle équipe vient de faire une passe vers l'avant. Ah bah là il vient de perdre le ballon, et maintenant avec l'IA en fait on peut automatiser tout ça et le faire du coup beaucoup plus rapidement. Puis après du coup il y a aussi des données via des tableaux Excel, mais du coup qui sont remplis aussi grâce à cette IA qui a récupéré avant toutes les informations via la vidéo. Grâce aux fameux débardeurs là, ou aux petits boîtiers GPS sur les maillots de rugby par exemple. Et les vidéos aussi, ça sert du coup. Il n'y a pas que les maillots, pas que le gilet. Typiquement, il y a des clubs de rugby et tout. Après le match, le lendemain après le match et tout, chaque joueur reçoit une petite clé USB et tout, avec toutes ses actions séquencées déjà automatiquement et tout. Et ça, c'est beaucoup plus rapide grâce à des technologies. C'est pas quelqu'un qui a passé toute la nuit à séquencer. Automatiquement, déjà, on a des outils qui permettent de séquencer des vidéos, des actions et tout. Okay. Et même, je sais pas si ceux qui font du sport un peu amateur et tout, il y a de plus en plus de caméras sur perche dans les matchs amicaux, les matchs du dimanche, un amateur. Et en fait, ça suit automatiquement les actions, ça filme. Et il y a le séquençage aussi, il voit quand il y a un arrêt de jeu et tout. Okay. Mon club amateur, il utilise ça. Alors du coup, c'est pas un club avec un gros budget ou quoi, c'est vraiment un petit club de la région. Et on a justement une caméra sur une grande perche qui suit le ballon et du coup qui permet de visualiser du coup l'action directement. Okay. Et ça extrait des informations de chaque action? Du coup, comme il l'a dit Marc, c'est capable de ça peut savoir du coup quand c'est qu'il y a eu une action, des choses comme ça. Ok. Et ces actions, ça peut servir le club, pas le joueur, j'imagine. Un peu les deux. Un peu des deux, ouais. Okay. Quoi, ça peut servir bien sûr à l'entraîneur et tout pour voir comment, d'un point de vue collectif, on se comporte. Mais aussi, on peut faire du séquençage et envoyer ça au joueur et lui montrer toutes ses actions et même à la limite dire là où il a fait des bons choix, des mauvais choix et tout quoi. Ça lui... En fait, dans un sport collectif et tout, et même dans des sports individuels, les joueurs, ils ont toujours un aspect perceptif. Ils doivent prendre des décisions le plus rapidement possible. Et généralement, on voit les grands joueurs à leur capacité de prendre des décisions très rapidement. Et là, et à l'instant T, là, on leur permet de revivre à froid l'action, entre guillemets, et voir s'ils auraient pris la même décision ou pas. Ok. C'est intéressant. Et pour les noms qui connaisseurs, qu'est-ce que signifie le ML? ML, ML, en fait, là, depuis ce qu'on parle souvent, depuis tout à l'heure, c'est l'IA.
En fait, c'est ce qu'on appelle du machine learning en anglais, qu'on peut traduire en français par apprentissage automatique. Donc, Ok. c'est comment j'apprends à partir des données. Ok. C'est ce qui, c'est du coup, c'est l'intelligence artificielle, enfin les data derrière, Ouais. qui est comment elle apprend à partir des données. C'est ce qu'on vient de définir C'est ça. à peu près. Ok. Ok, merci. Quel langage de programmation ou outil statistique tu utilises le plus en tant que data analyst dans le football? La question pour toi, Du Quentin. coup, principalement, c'est du Python et du SQL. Je sais qu'il y a le R qui est pas mal utilisé aussi dans l'analyse de données. Ok. Et voilà. Ok. Et après, pour la visualisation, c'est beaucoup de plateformes comme Power BI ou Tableau qui existent pour créer des dashboards, pour faire des rendus collectifs ou individuels. Ok, parfait. J'espère que qu'ils vous ont répondu à vos questions. On va passer au quiz, du coup, de cette deuxième partie. Quelle est l'utilisation la plus innovante de l'IA dans l'analyse des performances en natation? L'IA a créé des hologrammes de Michael Phelps pour motiver les nageurs en leur faisant croire qu'ils nagent contre lui. Ok, ça peut être motivant. L'IA installe des mini-propulseurs invisibles dans les maillots de bain pour donner un petit coup de pouce aux nageurs fatigués. Mhm. C'est l'IA analyse en temps réel la biomécanique du nageur, la technique de nage et fournit des données précises sur les mouvements pour optimiser les performances. Alors, quelle est la bonne réponse? A, B ou C? Je vous laisse spammer dans le chat. Vous avez 5 secondes. Et l'étudiant, c'est notre nouveau diplômé qui va répondre, bien sûr, à la question. Bah, je dirais du coup la C. La C, c'est la bonne réponse. T'auras ton diplôme, c'est bon. Ok. Pourquoi pas la A? Parce que on peut toujours nager avec Michael Phelps. Ou la B? Parce qu'on peut passer par Iron Man pour nager. Bah, du coup, la C, pareil, c'est un peu comme la première question. C'est ce qui répond le mieux, en tout cas, à cette question précisément. C'est après, Ok. du coup, créer un hologramme de Michael Phelps, c'est pas forcément, c'est pas Ouais. forcément ça, quoi. Ouais. Et mini-propulseur, c'est pas non plus de l'IA, c'est plus du coup de la mécanique, construire De la un robotique propulseur, que c'est tu ça, voulais ouais. faire un peu avant. Et Ok. sachant que la C, ça a été vraiment utilisé, par exemple, là, aux derniers Jeux Olympiques, il y avait beaucoup de fédés, notamment la Fédération française, qui utilisait des vidéos et de l'IA pour analyser la qualité de la brasse, quoi, des coulées sur la brasse et Ah tout. bon, ok. Ouais. Et Intéressant. bon, après, on verra, mais c'est surtout. Ça, c'est important au niveau des entraînements, quoi. Ok. En compétition, c'est presque trop tard. C'est trop tard. Il faut faire ça avant. Ouais. Pour conclure cette partie de ce deuxième chapitre, là, on peut dire que tous les sports aujourd'hui utilisent l'IA parce que ça c'est bénéfice pour eux, comme on la voit Ouais. aujourd'hui dans notre vie quotidienne. Ouais. Et du coup, on peut passer à la deuxième partie qui est focalisée plus sur l'athlète au lieu Ok. d'être focalisée sur le club ou le sport. Comment l'IA aide un sportif aujourd'hui? Bah, du coup, il y a plusieurs possibilités. Donc, par exemple, analyser son match individuellement. Donc, être capable de lui dire ce qu'il a bien fait, ce qu'il a mal fait, avec du coup les chiffres. Parce que aussi, comme je l'ai dit, il y a beaucoup de bases dans le sport, il y a beaucoup d'aspects. Bah, son opinion. Un joueur, il peut te dire bah, je trouve que j'ai été bon ce match. Toi, un autre peut te dire bah, moi, je trouve que tu n'as pas été bon. Et du coup, ça dépendra un peu de leur avis. Alors que les chiffres, ça permet vraiment de trancher, de dire bon, bah, là, avec les chiffres, on voit que non, ça, tu l'as mal fait. T'as même Et pas couru. c'est ça. Mm. Et donc il y a cet aspect-là. Il y a l'aspect aussi, par exemple, là, ce qu'on utilise en ce moment au Paris FC, être capable de savoir si un joueur il est à son bon poste. On peut penser par exemple dans le football à Gareth Bale, donc, je ne sais pas si Oui. tout le monde connaît, qui a commencé sa carrière en tant que latéral gauche. Mais c'est pas un golfeur. À la fin, il a fini golfeur. Golfeur, après. ouais, c'est ça. Mais de Ouais. base, voilà, donc il a commencé en tant que latéral gauche et il a fini en tant qu'ailier droit. Et du coup, on peut utiliser l'IA aussi pour être capable de prédire et d'estimer en fait si un joueur il est à son bon poste ou pas. Par exemple, on récupère ses chiffres, on peut se dire bon bah là on voit que globalement dans la saison, bah, c'est les chiffres que tu as eu, c'est bien, mais c'est plus les chiffres peut-être d'un milieu défensif alors que tu étais milieu offensif. Mm. Et du coup, être capable de dire bon bah, peut-être que sur le recul il sera plus performant et que ses qualités en tout cas correspondront mieux. On peut aussi penser par exemple pour les centres de formation, donc que ce soit dans tous les sports, on peut utiliser l'IA en fait pour prédire et aussi ajouter du coup une valeur à savoir si un joueur il aura les qualités pour réussir dans le monde professionnel. Donc par exemple, on peut prendre ces données dans le monde amateur, donc en U19, en U18,
les comparer à des joueurs qui ont réussi dans le monde professionnel et voir s'il y a des similitudes pour se rendre compte si ça peut matcher ou non pour le monde professionnel. Ok, c'est intéressant. T'as déjà des questions, Quentin. Là, je suis en train de... Là, t'es en train de parler et j'entends le clavier derrière en train d'être utilisé. Pour Quentin, qu'est-ce qu'un... Attends, pour Quentin, est-ce que son modèle de l'IA pourrait calculer le pourcentage de chances que Cafaro cadre un tir un jour? En gros, Cafaro, Cafaro, c'est un pour joueur. expliquer, c'est un joueur de la Saint-Etienne. Ok. Moi, comme je suis stéphanois, c'est le club que je supporte. Ok. Et du coup, je pense pour la première question, ouais, c'est assez facile à prédire. Je pense qu'on n'est pas loin de 0%, je pense, en ce moment. Mais C'est énorme. du coup, ouais. Ok, donc il a pas de chance. En ce moment, non. Ok, on va continuer avec la deuxième question. Comment peut-on savoir si l'IA donne de bonnes prédictions? Ah, c'est une bonne question. Et si elle fait une erreur, comment peut-on l'analyser? Très bonne question. Alors, il y a deux questions dans cette question. Ouais. C'est déjà pour tout ce qui est erreur et tout. En fait, on a les données qu'on a déjà collectées jusqu'à là, elles vont nous servir pour apprendre le modèle. Et dans ces données, on a la vérité terrain, en fait. Le modèle, en fait, c'est une conclusion. l'IA, voilà. C'est une conclusion de quand on récolte toutes les informations, toutes les données. Enfin, c'est comme si on dit voici le résultat. Du coup, En fait, on va dire, le modèle ou l'IA, c'est le cerveau qui va permettre de réfléchir et dès qu'elle voit un nouveau cas, elle peut prendre une décision. Elle peut dire, typiquement, il va cadrer, il va pas cadrer. Ok. Et là... Du coup, juste pour t'interrompre, aujourd'hui, on a l'aspirateur qui tourne tout seul dans la maison. Il y a un modèle derrière qui le fait tourner. Ouais, Ou plusieurs. On peut trouver plusieurs. Ouais, là, du coup, là, c'est de l'exploration d'espace. C'est encore un petit peu différent. Ok. Parce qu'on a besoin moins de données pour ça, parce qu'on peut se les créer. Une fois que c'est créé, c'est défini. Okay. Mais ouais. Et du coup, dans ces données, on a la vérité terrain. En fait, on sait ce qui s'est réellement passé ou pas. Et du coup, on peut comparer ce que va prédire le modèle à ce qui s'est réellement fait. Et déjà, du coup, là, on a déjà une petite idée des performances de notre modèle, dans combien de pourcents de cas il se trompe et tout. Donc ça, on peut le monitorer. Après, expliquer les erreurs d'un modèle, c'est un sujet assez sensible actuellement. Pas que dans le sport, parce que plus on a de systèmes d'IA dans notre vie, qui nous font prendre des décisions et tout, plus on a un besoin que ces décisions elles soient appuyées d'explications. Et donc ça, c'est même au niveau juridique, l'Union européenne pousse pour ça. Et donc il y a un champ de recherche et même qui est déjà un peu rentré dans l'industrie, qui s'appelle l'IA explicable, où on va justement utiliser des algorithmes pour expliquer les décisions d'un modèle. Okay. Et donc notamment sur des vidéos allez, je reprends l'exemple du chat. Pourquoi le modèle dit qu'il y a un chat? Un modèle d'explication, c'est il va colorier les pixels qui sont importants pour sa décision. Et espérons, c'est les pixels, c'est le chat. Ça ressemble à une forme de chat. Oui, ça contourne le chat. Mais l'explication, c'est bien aussi pour débugger les modèles, parce que des fois, on voit que le modèle, il prend des décisions sur toute autre chose. Il y a un exemple bien connu où il y a des modèles, il faut prendre des décisions entre des loups et des huskies. Ah. Donc on peut se dire c'est sur la forme de la gueule ou les trucs comme ça. Okay. En fait, les données, justement, elles n'étaient pas très bonnes. Et on voit que le modèle, il est très bon. Mais en fait, il est très bon parce que les loups, c'est pris dans l'état sauvage et tout. Et donc, il y a toujours de la neige en arrière. Et que les huskies, ils sont bien domestiqués et tout. Et du coup, il y a de la pelouse verte ou des choses comme ça. Donc, en fait, les modèles, il a juste appris présence de neige ou pas. Okay. Et du coup, si les performances étaient a priori bonnes, en expliquant les décisions, on voit que le modèle, il est foireux, il faut le réapprendre. Okay. Ça me fait penser à un projet à l'EPITA qu'on avait eu, où on devait analyser à un moment... qui était en fait devant la caméra. Donc on mettait des élèves devant la caméra et on pouvait analyser qui était devant. Et en fait, donc au début, on prend plein de photos via un site qui permettait de prendre 100 photos en quelques secondes. Et en fait, du coup, on entraîne notre IA et on voit que pareil, des super résultats. On se dit, bon, super. Et en fait, vu qu'on avait tourné l'ordi à chaque fois pour reprendre les photos, et du coup, il reconnaissait en fait le fond.
Donc lorsque, peu importe ce qu'on mettait devant la caméra, en fait, il prenait le fond et disait, par exemple, je dis au hasard, c'est Pierre, c'est Amine. En fait, il prenait juste le fond pour analyser Pour la personne, en fait. Ah, c'est intéressant. On a des bons projets à l'EPITA. Et j'imagine que c'était Marc qui a donné le projet. Non, pas je celui-là. crois que c'est Pas celui-là. On passe à l'avant-dernière question de cette partie-là. Comment peut-on trouver du travail en tant que data analyst dans le sport, dans les clubs pro ou semi-pro? C'est à toi, je pense, la question. Alors, du coup, déjà faire de préférence un domaine d'études qui est lié, donc voilà, qui touche à la data et à l'IA. Ensuite, moi de mon côté, j'ai fait aussi plusieurs projets un peu de manière autonome pour avoir un peu un support lorsque je candidatais vers des clubs. Voilà, je récupère des données. Il y a StatBomb par exemple qui demande, parce que les données du coup sont payantes, mais Oui. parfois ils mettent des données en free access pour que les personnes puissent s'amuser dessus. Du coup, je récupère ces données gratuites et je m'amuse à faire du coup des projets personnels dessus pour avoir un support quand je postule. Après, j'ai contacté du coup beaucoup de clubs de manière autonome ou alors via des candidatures lorsqu'ils postaient des annonces. Et après, je pense ne pas hésiter aussi à contacter des clubs un peu plus bas dans l'échelle, de ne pas se dire dès le début, je vais viser le PSG ou la Saint-Etienne, mais voilà, commencer. Saint-Etienne, c'est grand club. C'est le plus grand de France. Et du coup, ne pas hésiter à commencer peut-être plus bas, parce qu'en général, les gros clubs ont déjà du coup leur personne installée, ça fait déjà du coup. Commencer par Saint-Etienne, ça veut dire. Et du coup, ne pas hésiter à commencer peut-être plus bas, où du coup les clubs ne seront peut-être pas encore installés dans la data et du coup chercheront du monde. Ok. Voilà, c'est les conseils que je peux donner. T'as eu du mal à trouver ou ça va? J'ai eu un peu de mal du coup, parce qu'au début c'est un milieu assez fermé. Donc en général, quand ils recrutent, ils vont de préférence prendre quelqu'un qui a déjà travaillé dans un club, ce qui est normal. Voilà, ils préfèrent pas prendre de risques. Donc au début, c'est assez dur de réussir à mettre un pied dedans. Ok. Ça t'a pris combien de temps? C'est pas discret? J'ai commencé les recherches, je dirais début 2024. Et du coup, c'est cet été que j'ai réussi à trouver un projet, après. mais à temps partiel du coup au Paris FC. 6 mois après, ok. Mais bon, après, t'étais encore à Epita quand t'as commencé les recherches. Mais du coup, pour les stages, au début, je cherchais dans des clubs, par exemple. J'avais pas trouvé de stage dans un club. Ok. Donc c'était plus facile de trouver dans un autre milieu que dans des clubs pour après enchaîner en tant que partiel sur les clubs. C'est ça, du coup, les clubs, c'est un peu plus réduit quand même que d'autres entreprises. Sinon, ils vont croire que t'as eu du mal à trouver un job derrière carrément après les J'avais un super diplôme aussi. Après, c'est très délicat de faire stagiaire dans un club parce que les données propres au club et les performances des joueurs et tout, c'est de l'or et tout, et on veut pérenniser la personne qui s'en occupe. Et si on prend un stagiaire qui part, en gros, il a toutes les données biométriques de Messi ou tout. Tu vois, on peut connaître ses points faibles et tout. C'est délicat. C'est vraiment c'est sensible. C'est un peu comme quand tu vas travailler dans, je sais pas, une boîte d'armement ou un truc comme ça. On n'aime pas trop qu'ils partent direct à la concurrence. Directement, ils préfèrent que tu restes le plus longtemps possible. Okay. Dernière question, les IA fonctionnent-elles avec les ordinateurs quantiques? Qui répond à cette question? C'est toi. Donc les ordinateurs quantiques, il y a une majeure quantique à l'EPITA, donc je ne suis pas le mieux placé pour en parler. Mais globalement, les ordinateurs quantiques, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Et s'il y en avait, ils consommeraient énormément d'énergie, donc il faudrait peut-être une centrale nucléaire à côté de chaque club, donc c'est pas forcément une bonne idée. Donc non, les IA actuelles fonctionnent sur des ordinateurs qui demandent une certaine puissance, donc il faut quand même des cartes graphiques et tout pour pouvoir avoir des décisions plutôt en temps réel, mais pas encore des ordinateurs quantiques. Pour résumer, c'est pas pour l'instant, c'est pour après. Ça peut, mais pas pour aujourd'hui. Ok, je pense qu'on peut terminer ce chapitre-là. Je pense qu'on a un peu parlé rapidement. T'as pas vraiment parlé encore des blessures, comment ça peut aider, comment ça peut, qui était prévu déjà dans je pense qu'on peut Il y avait une question là-dessus, ouais. 2 minutes, on peut parler 2 minutes rapidement dessus, avant de passer au quiz pour clôturer le chapitre. Je te laisse parler un peu comment tu peux prévoir aujourd'hui que par exemple Messi, il a 37 ans j'imagine, comment on peut savoir, ou Ronaldo, comment on peut savoir que s'il joue le prochain match, il y a un risque de se blesser? Est-ce qu'on se fie vraiment au résultat du coup de l'IA?
Du coup, comme l'a dit déjà Marc plus tôt, l'IA c'est surtout aussi un support pour le C'est un staff. support, ouais. Donc à partir de toutes les données, en fait, on peut se rendre compte voilà, de la charge de match, la charge de kilomètres qu'il a parcouru dans les dernières semaines, les derniers mois. Par exemple, même les coups, parce que par exemple, avec les données, on peut savoir quand c'est qu'il y a eu des fautes. On se rend compte s'il a pris plusieurs fois un coup sur par exemple une même cheville, donc on pourrait voir qu'elle est fragilisée. Et en fait, il y a tellement de données du coup, qui permettent de se rendre compte sur du coup, les semaines qui ont été écoulées, la personne, comment elle a travaillé, comment son corps a aussi encaissé à partir des capteurs qu'il y a dans le corps. On peut voir comment le corps y réagit désormais alors que par exemple il n'aurait pas réagi comme ça d'habitude. On peut aussi voir du coup des similitudes avec des personnes qui se sont blessées juste après. Si on voit que ces données sont proches désormais d'une personne qui lui s'était blessée, donc se rendre compte que ça peut être dangereux là. Ok, du coup, on fait appel aux médecins. Enfin, je pense, vu que c'est un support, comme tu viens de dire, on peut récupérer ces données-là. On va se dire, ah, il a été blessé, enfin, tapé plusieurs fois sur la cheville. Enfin, sur la cheville, du coup. Est-ce que le médecin doit jeter un coup d'œil à sa cheville pour voir s'il peut continuer le prochain, enfin, et jouer le prochain match? Ça dépendra du coup aussi du ressenti du joueur, si lui il dit que pour le moment il a rien ou pas. Mais c'est surtout après voilà, le coach peut se dire bon s'il y a dit que là il a un gros risque de se blesser, par exemple si ce match là n'est pas trop important ou quoi, ou par exemple il se rend compte que dans le match en lui-même à la 70e minute il mène déjà 2-0, il peut se dire là je vais le faire sortir alors qu'en temps normal je l'aurais peut-être pas fait sortir, mais au moins je vais pouvoir baisser un peu ce pourcentage de chance de se blesser. Ok, Et intéressant. il y a les médecins, il y a aussi les préparateurs physiques parce que les préparateurs physiques font un travail pour amener les athlètes à un pic de forme à un moment donné. Donc il faut faire gaffe que ce pic de forme il n'arrive pas trop tôt, tu vois, parce que si je sais pas si l'objectif c'est que le pic de forme soit pour la finale et qu'il est dès les matchs de poule, c'est pas une bonne idée. Ouais. Et ce qu'il faut faire gaffe aussi, c'est que le pic de forme généralement il est suivi du pic de blessure, quoi. C'est là après ce pic de forme qu'on a la plus grande chance de se blesser. C'est comme si, je sais pas si tu regardes les mangas, quand on passe au level ultime, Saiyan ou autre, après on est vulnérable. C'est ça. C'est exactement ça. Ouais. Ok. On peut clôturer du coup ce chapitre avec ce magnifique Saiyan. Quiz numéro 3. Est-ce que tu veux le lire, Quentin? Alors, en 2030, quelle sera la principale innovation de l'IA dans le sport professionnel? Donc, réponse A, des arbitres robots équipés de capteurs quantiques qui peuvent voir à travers les murs et détecter les fautes avant même qu'elles ne se produisent. Énorme. Réponse B, des analyses prédictives en temps réel pour optimiser les performances des athlètes et prévenir les blessures. Ou réponse C, des hologrammes d'entraîneurs qui apparaissent spontanément sur le terrain pour faire des danses de motivation. Ah, moi je vote pour la réponse C. Elle est bien. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Quelle est la bonne réponse? La A, la B ou la C? On n'a pas applaudi tout à l'heure. J'ai oublié, j'avais dit qu'on allait applaudir pour comme récompense. Ok, du coup la bonne réponse c'est bien la B. C'est ça. Des analyses prédictives en temps réel pour optimiser les performances. Bien joué à tous ceux qui ont bien répondu et choisi la B. Ok. On a une question qui est en train de taper, mais avant qu'il termine ça, on peut présenter déjà le dernier chapitre qui est sur le futur de l'IA, j'imagine. Quel est l'avenir pour l'IA dans le sport? L'analyse des matchs. Les joueurs sont-ils... On va répondre à la question avant de passer au prochain chapitre pour le clôturer en 5 minutes. Les joueurs sont-ils d'accord pour faire confiance à l'IA, j'imagine? À l'intelligence artificielle. C'est ça? Je pense que oui. Aujourd'hui, ils ont confiance parce que ça leur permet de même pour eux, de ne pas se blesser et jouer à un match plus important, par exemple, comme tu as dit tout à l'heure. Et puis en plus, comme je l'avais déjà répété plusieurs fois, mais en mode ça enlève ce côté opinion, avis. Donc par exemple, là, je sais qu'il y a des clubs de Ligue 1 qui l'utilisent par exemple maintenant pour négocier les contrats. Donc parce que par exemple, avant, tu pouvais venir et dire bon, moi je veux tel salaire parce que j'ai été bon. Et le coach peut te dire non, t'as pas été bon, tu mérites tel salaire. Et c'était du coup un débat qui pouvait prendre beaucoup de temps, faire perdre du temps, parce que c'était un opinion. Et maintenant, avec les chiffres, tu peux arriver et dire bon, voilà, non, par exemple, tel joueur a tel salaire, j'ai des meilleurs chiffres que lui, c'est prouvé. Et en fait, tu peux pas être contredit ce que les chiffres ne mentent pas. En fait, c'est utile pour les deux côtés, pour le club et pour l'athlète, pour le sportif. C'est intéressant. Quel est l'impact écologique de l'IA dans le sport? Marc, ouais. Ça c'est une question un peu... Alors, l'impact écologique de l'IA. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que l'IA, quand même, les modèles et tout vont utiliser des cartes graphiques, des
Donc il y a une consommation électrique qui est pas moindre, quoi. Ouais. Mais bon, ça reste minime par rapport à l'impact écologique de Netflix ou des choses comme ça qui par moment, il y a des pics à 10% de la consommation électrique mondiale ou du trafic Internet, quoi. Donc, on va dire l'IA, c'est quand même sur dans le sport, c'est quand même sur des niches. C'est pas tous les sportifs qui utilisent l'IA, c'est quand même les clubs professionnels. Donc il y en a quand même très peu. Il n'y a pas un grand risque derrière pour l'environnement. Disons que comparé à d'autres choses, c'est minime. C'est bien inférieur. Ok. Après, dernière question. Pour revenir à ça, il y a des clubs qui utilisent des données et tout aussi pour monitorer leur impact carbone et pour optimiser tout ça. Okay. Donc il y a aussi une utilisation positive de l'IA pour réduire leur impact. Ok. Cool. À partir de la vidéo d'un match entier amateur en qualité moyenne, peut-on tirer des statistiques utiles avec des bons entraînements et des bons raisons? Je pense qu'on a déjà répondu un peu à cette question. Oui. Et on peut tirer des bonnes informations sur les joueurs ou sur les clubs, que ce soit amateur ou professionnel. Donc ça reste après à qui lit les stats après derrière, parce que c'est l'humain derrière. Là, ce qu'il faut voir, c'est que actuellement, les matchs amateurs, il y a les logiciels pas très chers qui permettent de séquencer et tout rapidement, ça va. Mais après, les analyses, les logiciels qu'utilisent les clubs pro, ils sont quand même très chers. Normal. Donc, il faudrait développer des solutions open source un peu gratuites. Mais du coup, là, le coût de calcul, il va être déporté sur l'analyste amateur, entre guillemets. Ok. Et ça risque d'augmenter sa consommation, sa facture EDF, quoi. On peut passer au chapitre d'après. Une autre question, mais je la laisse pour la fin. Du coup, pour le futur de l'IA, qu'est-ce qu'on pense de l'IA? Est-ce que ça va prendre le marché demain? Je pense que ça va être utilisé dans tous les sports, ce qui est déjà le cas. Mais est-ce que ça va être encore plus? Je pense que déjà tous les clubs vont devoir s'y mettre, et que s'il y a des clubs qui décident à un moment de ne pas s'y mettre, ils prendront un retard conséquent, donc ils vont vite se rendre compte que c'est obligatoire demain pour pouvoir suivre la cadence que vont prendre les autres clubs. Après, pour l'avenir de l'IA dans le sport, on peut aussi penser autres qu'athlètes et clubs, mais aussi même par exemple l'arbitrage. J'avais vu une question passer sur ça, où par exemple je crois que c'était pour l'Euro de cet été, l'Euro de football, où ils avaient mis des capteurs dans les ballons pour en fait être capable de détecter par exemple pour une main, si on n'avait pas un angle de caméra assez bien pour voir s'il y avait vraiment une main, en fait on pouvait détecter si le ballon avait été touché ou non. Et ça avait été utile pour un match justement où si on a un doute via la vidéo, en fait le capteur réagit si le ballon a été touché, et du coup on peut savoir si oui ou non il y a eu une main. On peut s'imaginer aussi plus tard que le hors-jeu sera sûrement automatisé pour qu'il y ait encore moins d'erreurs. Et du coup je pense que ça va venir un peu aider en tout cas les arbitres dans ce métier qui est un peu difficile. Du coup c'est pas que les athlètes et c'est pas que le sport, c'est même, pas que les clubs, même les arbitres, ça peut être... Et aussi, il y a l'aspect personnalisation de l'entraînement qui va être de plus en plus importante, comme les systèmes de recommandation avec Netflix et tout. Là, on va pouvoir parce que typiquement actuellement, quand un entraîneur fait un discours dans un vestiaire, il s'adresse à un groupe. Et il y en a qui ont besoin d'être un peu touchés dans leur orgueil, il y en a qui ont besoin d'être rassurés et tout. Et ça, c'est délicat. Et on peut imaginer qu'il y a en utilisant des technologies à la ChatGPT, par exemple, utiliser des façons de parler aux joueurs pour par exemple, quand on leur envoie des analyses vidéo et tout, qui soient vraiment personnalisées pour chacun des joueurs en fonction de son état d'esprit du moment et tout, pour justement, s'il est au fond du trou, comme celui qui n'arrive pas à cadrer à Saint-Etienne, essayer de le remotiver, de le réencourager. D'autres qui sont peut-être en train de prendre la grosse tête, automatiquement les piquer un peu dans leur orgueil pour qu'ils redescendent un peu sur terre. Il y a tout cet aspect personnalisation qui va être de plus en plus prégnant. C'est intéressant parce que finalement, c'est pas que physiquement, c'est même mentalement derrière. Globalement, on fait face à des athlètes de haut niveau et tout qui ont globalement tous, surtout au foot et tout, les capacités physiques, elles sont globalement les mêmes. La grosse différence, elle se fait dans la tête, l'état d'esprit, la confiance et tout ça. Et donc ça, c'est le cerveau et tout, c'est un levier assez incroyable
pour augmenter les performances. C'est ça. Ok. Et depuis le début, on parle beaucoup aussi du coup des athlètes de haut niveau. Il faut savoir que l'IA c'est aussi utilisé même pour les athlètes de tous les jours. Les sportifs, par exemple, le coureur du dimanche qui veut aller faire son footing le dimanche matin. À partir de l'IA, les applications peuvent lui générer un parcours qui correspond à ses attentes. Par exemple, si lui il dit qu'il veut pas beaucoup de dénivelé, qu'il va à tout prix passer par cette place-là pour aller la voir aussi en courant. Enfin, du coup, l'IA peut en fait, même pour les sportifs de tous les jours, les aider dans leur performance, pour leur préparer même des programmes sportifs, pour se préparer pour l'été par exemple. Ouais, c'est ça, l'IA. Si ton objectif c'est être sur la plage et tout en maillot, bah, soit il y a deux stratégies. Elle te fait un joli programme d'entraînement et tout pour que tu aies des beaux abdos. Deux, elle change ta photo pour mettre des abdos. C'est plus simple, ça prend quelques secondes la deuxième solution. Ok. Donc finalement, l'IA, elle restera. Et aujourd'hui, elle a déjà sa place dans le monde du sport, quel que soit quel que soit le sport. Que ce soit la natation, que ce soit le Formula, golf, foot, ping-pong, y a tennis, jeu d'échecs, c'est un sport aussi. Là, j'ai vu dernièrement, il y a la Fédération française de squash qui recherchait justement un data scientist pour préparer les JO Los Angeles. Bon, voilà, celui qui posait les questions pour le sport, tu peux commencer par le squash et après revenir dans le monde du sport parce que ça reste quand même des athlètes. Donc, et même, par exemple, pour finir, même au basket, ça a permis aussi de définir de nouvelles stratégies. C'est en analysant tous les tirs possibles et tout qu'on se rend compte qu'au-delà de la ligne des 3 points, la défense est moins importante. Et du coup, il y a Curry et compagnie, là, c'est quelle équipe Golden State. Golden State, ils se sont mis à tirer à 3 points à tout bas. Ouais. Et ils ont gagné comme ça. Ils sont des bons tireurs aussi. Oui, non, mais du coup, ils ont vu qu'il y avait une zone où les défenseurs étaient moins importants. Ils se sont plus entraînés sur ça, ils ont pris les joueurs qu'il fallait. Et du coup, maintenant, tout le monde essaie de faire pareil et jouer comme ça. Et au foot, pareil. Avant, c'était un peu... ça ronronnait. Il y en a qui ont analysé ça et qui ont changé les façons de jouer. Parce que l'IA, par exemple, dans le foot, ça peut permettre aussi à une équipe de prédire un peu l'issue d'un match à partir d'une formation. Par exemple, si tu sais que ce week-end, tu joues contre une équipe qui joue très haut, avec des passes rapides, en fait, à partir de l'IA, on peut estimer plusieurs scénarios et se rendre compte de quelle formation nous, on pourrait mettre pour le plus facilement contrer ça. Et même, ça peut aider même des petites équipes, mais par exemple, là, on a Paris Saint-Germain qui joue contre une petite équipe qui est classée 19e, comme Saint-Etienne. En fait, les deux, PSG, il a des plus gros moyens, mais Saint-Etienne, il a quand même des moyens aussi pour contrer ça. Donc, par rapport à des données, s'ils arrivent à bien lire la formation du Paris Saint-Germain, ils arrivent à la contrer même avec des plus grands moyens de l'autre côté. C'est ça, en fait, l'IA, c'est aussi un outil qui permet du coup au club avec un plus petit budget d'essayer de concurrencer. Bien sûr, ça sera toujours très compliqué, mais de venir concurrencer les plus gros clubs, comme du coup on l'avait expliqué pour le recrutement. L'IA, c'est vrai que c'est super utile, surtout pour les petits clubs, parce que voilà, en général, le PSG va pas forcément aller s'amuser à aller recruter des joueurs en D2 roumaine, mais du coup, c'est un outil qui peut être super utile pour Saint-Etienne. Pour des plus petits clubs. Mais typiquement au foot, les clubs portugais arrivent à rentabiliser énorme parce qu'ils vont dénicher des joueurs et après ils le vendent des millions à des clubs plus riches comme le PSG par exemple. C'est vrai. Ok, bon, je pense qu'il y a une dernière question pour clôturer le live. Y aura-t-il des règles encadrant l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le futur ? J'ai laissé cette question à la fin parce que je pensais que ça il y a déjà des règles dans le présent au niveau de la vie de tous les jours. Par exemple, on n'a pas le droit de vous refuser automatiquement un prêt à une banque. Il faut qu'il y ait un humain derrière qui vous accepte ou vous refuse le prêt. Donc il y a beaucoup de lois comme ça. C'est au niveau de l'Union européenne, on appelle ça l'IA Act, où ils ont légiféré là-dessus et tout. C'est important. Et donc c'est déjà encadré. Après dans le sport, c'est compliqué quoi. Il n'y a pas de limite pour l'instant. C'est pas du dopage quoi. C'est juste des données. On augmente la performance. En gros, c'est de l'optimisation de la performance. Et tout, donc après là où il va falloir faire attention, mais c'est pas l'usage de l'IA, mais typiquement il y avait eu des cas, je sais plus quel sport, je crois que c'était au foot, et je crois que c'était à Saint-Etienne d'ailleurs, mais non, c'était pendant les Jeux Olympiques, ouais. Il y a une équipe qui est allée filmer en drone les joueurs à l'entraînement et tout pour voir les tactiques et tout.
Mais en gros, c'est acquérir des données sur l'adversaire de façon illégale. Ça, c'est interdit. Ouais. Mais ça a toujours été interdit, quoi. Oui. Ça s'appelle de l'espionnage, quoi. C'est de l'espionnage, ouais. Ok. Bon, bah du coup, on résume, enfin, on va conclure un peu ce live, parce qu'il y a une personne qui a un train bientôt aussi qui doit partir. Merci à vous. Merci pour votre participation. J'espère que vous avez aimé ce live, d'avoir participé à ce live. Et j'espère que vous avez aussi, ceux qui regardent le live, aimé ce live, qu'on a répondu à toutes vos questions. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, de les poser après dans le chat. Si vous regardez ce live après, on essaiera d'y répondre aussi. Et pour toute autre question, n'hésitez pas à les poser. Et merci encore. Merci au Tech Talk. On se revoit au Tech Talk 6 et sans les invités. Et ça va être sur un nouveau sujet. Merci beaucoup et on peut clôturer. Merci.